Bonjour et bienvenue dans le 16e épisode du podcast AWS en français. Je suis Sébastien Stormac et vous le savez peut-être, cet épisode est un épisode un peu particulier. C'est un épisode en deux parties. Je suis avec Benoît Nachawati, développeur évangéliste pour Alexa, et on vous explique comment développer des skills sur Alexa. Dans l'épisode précédent, l'épisode 15, on parlait du modèle d'interaction, des utérances, du nom d'invocation. Je vous invite à aller écouter cet épisode-là si vous ne l'avez pas encore fait. Ça sera plus facile pour suivre celui-ci. Dans cet épisode-ci, nous allons parler de la programmation en elle-même. Dans cette deuxième partie, Benoît, on va rentrer dans du code. Oui. Donc là, je suis développeur de skill Alexa. J'ai été sur le portal Alexa. J'ai créé un Voice Interaction Model pour une skill, par exemple, commander une boisson. J'ai une intention, j'ai des tas de phrases. J'ai soif, donne-moi à boire, etc. J'ai mes slots, café, jus d'orange, machin. J'ai mes... de quoi on avait parlé des utérances. Toutes les différentes phrases. Et ok, tout ça, tu nous as expliqué la fois passée que ça pouvait se tester sans écrire une seule ligne de code, mais si à un moment je veux amener une boisson à mon utilisateur, ou commander un véhicule privé, ou commander des fleurs pour madame, ou faire quoi que ce soit d'utile, j'ai besoin d'un back-end et j'ai besoin de code quelque part qui va devoir s'écrire. Quelles sont mes options ? Bien sûr. Déjà, dans ce que l'on évoque, même dans l'épisode 1 et dans ce qu'on va voir dans cet épisode 2, c'est le cas d'une skill custom. Mm-hmm. Donc dans le cas d'une skill custom, on a dit première chose, interaction vocale. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la logique de programmation. Un utilisateur s'exprime à Alexa. On a développé un modèle d'interaction. Ce modèle d'interaction est déployé sur le cloud Alexa qui va permettre à Alexa de justement comprendre l'intention de l'utilisateur. Et pour que la skill puisse répondre à l'utilisateur, eh bien la skill va recevoir une requête de la part du service Alexa. Cette requête, c'est une requête HTTPS qui contient du JSON. Donc, je me remets dans les petits souliers d'un utilisateur. Je suis devant mon appareil Echo. Je dis Alexa demande à mon service de boisson de me commander un café. Mon service de boisson, c'est le nom d'invocation. Donc Alexa sait que la requête, c'est pour ta skill, enfin pour ma skill à moi. Et Alexa, après avoir fait ce travail de compréhension de la parole, de correspondance, j'allais dire de mapping, mais essayons de parler français, de correspondance vers les intentions dont on parlait la fois passée, Alexa, le service Alexa va m'appeler moi, va appeler mon code. Donc je vais avoir du code quelque part. Exactement. Et Alexa va m'appeler. Exactement. Comme Alexa en fait va t'envoyer une requête HTTP en JSON, typiquement on fait quoi quand on reçoit une requête en JSON ? On répond par une réponse en JSON. Donc pour traiter une requête, jusque-là tout va bien, mais comme on veut traiter une requête, il faut du code. Donc cette logique de programmation, quand on regarde sur un skill custom à haut niveau, la seule contrainte c'est un endpoint public HTTPS 24/7. Donc je dois déployer quelque part un web service. Exactement. Avec du web vieux service. Vocabulaire. En HTTPS, tu as dit ça, HTTPS. Donc il faut un certificat valide. Exactement. Et donc typiquement, quand on regarde la myriade de services AWS, déjà à la base de la base, on peut penser à des VM, on peut penser à du EC2. Je pourrais mettre un Elastic Beanstalk ou un Beanstalk avec un load balancer, exactement. Ça fait beaucoup d'infrastructures. Mais ça fait beaucoup d'infra, on est d'accord. Ouais. Mais déjà pour dire que c'est la contrainte HTTPS. Mais tu parles d'AWS, mais ce endpoint, il doit être sur AWS ? Non, voilà, c'est pour ça que je voulais d'abord mentionner HTTPS, c'est que ça peut être mis sur une VM sur AWS, ça peut être mis sur une VM ailleurs, ou bien ça peut être mis dans un data center que tu opères, ou bien ça peut être mis dans ton serveur à la cave. La contrainte, c'est HTTPS 24/7 public. Qui peut être on-prem, qui peut être chez un cloud public autre que AWS, ou évidemment, et c'est notre préférence, chez AWS. Bien sûr. Ça peut être sur mon laptop aussi, du coup. Si j'ai un reverse DNS et tout ce qu'il faut pour faire rentrer de l'HTTPS sur mon laptop, ça marche ? Alors, on va dire pour tester ta skill et pour développer, certaines personnes utilisent cette pratique-là. C'est avant tout pour développer. Maintenant, pour que ta skill soit... il y a déjà 24/7, donc déjà si tu n'as plus de batterie ou si tu fais un reboot, bon, ça va pas bien le faire. Mais même si tu te dis, bon, finalement, pour développer, je développe de cette manière-là et je laisse cette configuration, ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce qu'il va y avoir une étape de certification qui va arriver et l'équipe de certification va vérifier cette typologie de endpoint. D'accord. Ok. Donc, un endpoint HTTPS. Endpoint HTTPS. Qui après, reçoit du JSON et qui rend du JSON. Voilà. Après, dans la pratique, ce qu'il faut voir, c'est que
le service Alexa est aussi compatible avec AWS Lambda. Alors, ça veut dire quoi compatible avec AWS Lambda? Alors, je t'arrête juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas AWS Lambda, et juste pour éclairer le terme on introduit un nouveau service. Donc, AWS Lambda, c'est un service AWS qui vous permet de déployer du code dans le cloud AWS sans devoir gérer l'infrastructure sous-jacente. Donc, en gros, vous copiez-collez une fonction en Python, en Node.js ou un fichier zip si la fonction est un peu grande, et Lambda va vous donner un environnement d'exécution sans à ce que vous ayez à gérer un système d'exploitation, un espace de fichiers, à faire des patchs, des reboots, updater des kernels et des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle du serverless, l'exécution de code sans serveur, en tout cas sans serveur géré par vous dans le cloud. Et donc tu me dis qu'Alexa est compatible avec AWS Lambda, donc ma logique, je peux la mettre dans Lambda? Exactement. Et quand on dit qu'elle est compatible avec AWS Lambda, je pense que tu pourrais même le préciser, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que un des déclencheurs disponibles sur AWS Lambda est de type Alexa. Donc, ça veut dire ça quand je dis que c'est compatible. Donc dans ma console AWS Lambda, à gauche, là, on voit tous les services qui peuvent déclencher Lambda. Exactement. Alexa est là. Ça peut Alexa être une est là. Alexa. Exactement. D'accord, mais ça simplifie beaucoup mon infrastructure parce que du coup, je ne veux pas avoir de virtual machine, etc. Exactement. Je mets juste mon code et je n'ai pas à me soucier du 24/24, c'est AWS qui le fait pour moi. Exactement. Donc, d'accord. Par défaut, c'est HTTPS, mais pour te simplifier la vie, beaucoup de développeurs utilisent AWS Lambda. Et d'autant plus, je pense qu'on pourra peut-être en dire deux mots par la suite, c'est que tout comme AWS, il y a aussi une ligne de commande, la CLI, sauf que c'est pas la CLI AWS, c'est la CLI Ask, Alexa Skill Kit. Et donc, en utilisant cette CLI, en une ligne de commande, on peut déployer à la fois son modèle d'interaction sur le cloud Alexa et sa fonction lambda. Ah oui, donc la CLI fournit des services de haut niveau pour aller créer les services à la fois du côté Alexa et à la fois du côté AWS. Bon, bien sûr, ça veut dire qu'il faut juste une petite étape de configuration 1 sur le portail développeur Alexa pour que cette clé puisse accéder à ton compte Alexa, mais aussi utiliser par exemple un profil IAM ou un utilisateur IAM et des accès programmatiques. Et avoir une clé secrète et Exactement. une clé access key et une secret key. Exactement. Okay. D'accord, mais ça on peut vivre avec. La plupart des gens qui nous écoutent, je suppose, ont une clé secrète ou savent comment en générer. Et donc il faut la donner à la ligne de commande Alexa. Il y a d'autres moyens pour coder, donc endpoint, HTTPS, Lambda, ça c'est pour le runtime. Maintenant, pour l'édition. Oui, donc pour l'édition, donc déjà, on a mentionné qu'il y a la CLI. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, lorsque je développe, si je le souhaite, je peux développer offline. Je peux avoir mon éditeur de code sur ma machine et je vais en mentionner un, et vous verrez pourquoi. Je vais mentionner Visual Studio Code. Et en utilisant Visual Studio Code, je vais pouvoir écrire. On écrit du JSON en modèle d'interaction, donc j'écris mon modèle d'interaction en JSON, et pour mon back-end, je reçois du JSON, j'envoie du JSON. Donc je peux l'écrire dans tout langage de programmation qui est supporté par Lambda, si on considère que ma target de déploiement sera Lambda. Et bien dans ce cas-là, je peux utiliser n'importe quel langage de programmation. Et après, de manière plus concrète, il y a 3 langages de programmation qui vont se détacher, qui sont Node, donc JavaScript, Node.js, Python et Java. Pour la simple et bonne raison que Alexa fournit un SDK dans ces 3 langages de programmation. Un SDK, c'est un Software Development Kit, donc c'est un ensemble de librairies qui vont, moi, développeur, me faciliter la vie. En gros, ça veut dire quoi? Je ne dois pas me palucher le parsing de JSON à la main, etc. C'est que, comme on reçoit du JSON, eh bien, il faut sérialiser, désérialiser. Donc, comme tu dis, soit on le fait à la main, soit finalement, en utilisant le SDK va le faire pour nous. Ça, c'est le premier point. Aussi, pourquoi j'ai mentionné Visual Studio Code, étant donné que cette fameuse ligne de commande, donc cette CLI Alexa Skill Kit, a aussi une extension sur Visual Studio Code. Donc ça veut dire quoi concrètement? Quand je suis développeur, je peux rester entièrement sur ma machine depuis mon éditeur Visual Studio Code sans en bouger, développer, déployer et tester. D'accord. C'est plutôt pas mal. Et si on revient sur le SDK aussi, je trouve le SDK Alexa assez élégant parce que lorsqu'on écrit du code, il y a 10 millions de manières d'écrire du code. Et ce qu'il faut voir, c'est que les différentes requêtes que va nous envoyer Alexa, ce sont des requêtes qui sont typées. Donc comme on va traiter des requêtes qui sont typées, typiquement on a dit qu'une skill avait un nom d'invocation, donc on ouvre la skill, mais aussi une skill a des intentions. Et donc, en fonction du fait d'ouvrir une skill ou de demander un des cas d'usage de la skill, ça va être des types de requêtes différentes. Bon, et bien du côté code, on peut se dire une manière de faire, c'est de faire un code monolithique
où j'ai 1000, 10 000, 20 000 lignes de code avec un grand if, si je reçois l'intention machin, je fais ça. Sinon, je fais ça. Oui, hein. Donc c'est pas maintenable, en tout cas difficilement maintenable, et c'est compliqué. Donc l'idée du SDK, en fait, c'est de faire en sorte d'avoir des morceaux de code qu'on pourrait traiter comme des morceaux de code qui peuvent être le plus proche possible d'atomique, même si c'est pas vraiment atomique, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, je vais avoir des handlers. Et l'objectif des handlers, c'est de se dire, je vais faire en sorte de mettre un handler par intention. De cette manière-là, je vais avoir un morceau de code qui va avoir un objectif et un seul. Je vois ce que tu veux dire. Donc c'est le SDK qui va faire l'aiguillage en quelque sorte. Exactement. Il se prend les requests JSON et puis il va regarder, tiens, est-ce que j'ai un handler pour cette request, est-ce que j'ai un handler, et appeler ton code, enfin ou mon code, celui du développeur. Le SDK va faire le routage. Le SDK va sérialiser ou désérialiser. Donc il désérialise, il va faire le routage. Ensuite, dans le handler, tu vas aussi pouvoir utiliser un objet qui va pouvoir par la suite sérialiser. Et donc, du coup, tu auras une réponse, et donc tu vas rester au point de vue objet. D'accord. Donc, tu restes vraiment d'un point de vue pur code. Je ne vais pas descendre et me palucher du JSON à la main en JavaScript, ce qui est toujours bien pour ma santé mentale. Je préfère. Donc, cette construction du handler dont tu parles, c'est vraiment une construction du SDK. Ça n'a rien à voir avec Alexa. Je peux écrire une skill en PHP si j'ai envie d'héberger le endpoint moi-même et faire tout en bas niveau moi-même. C'est vraiment la manière dont est formé le SDK, ou les concepts du SDK. Après, tu peux l'écrire dans n'importe quel langage et donc, tu compatible. Disais Python, oui, c'est ça. Donc pour le SDK, oui, revenons sur le SDK. Donc Python, Java et JavaScript. Python, Java, JavaScript, ce qui couvre probablement 70 à 80% des besoins des développeurs. En tout cas, dans les trois langages de programmation, c'est supporté par Lambda. Donc la target de déploiement peut rester la même. Et les concepts dans les trois langages de programmation, sont les mêmes. Sont alignés. Donc ce qu'on vient de dire, la notion de handler, c'est SEM. D'accord. Donc côté code, n'importe quel éditeur de code, on a compris Visual Studio Code est très populaire ces jours-ci, pas rien que pour les skills Alexa, je vois ça dans toutes les conférences auxquelles nous participons, mais sinon n'importe quel éditeur de code. La ligne de commande, important pour pouvoir automatiser, pour pouvoir tester, pour pouvoir déployer, et un langage de programmation supporté, si possible pour le SDK, pour ne pas devoir avoir traité. Pour se simplifier la vie. Pour se simplifier la vie, exactement. Mais rien d'obligatoire côté SDK. Seule chose à respecter, c'est le format des requêtes et le format des réponses. Et le SDK génère ça pour nous automatiquement, donc on ne doit pas voir si on a la virgule au bon endroit. Mais tu dis déployer sur Lambda, ça nécessite d'avoir un compte AWS. Si on a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés par Alexa, mais qui ne veulent pas rentrer dans la création d'un compte AWS, parce qu'il faut mettre sa carte de crédit, j'ai des bons contre-arguments pour chacun des arguments qu'on pourrait me donner pour ne pas créer de compte AWS, mais ce n'est pas la question ici. Si je veux faire plus facile, il y a une option pour moi. Tout à fait. Sur les skills custom, Alexa propose ce qu'on appelle Hosted Skill. Hosted Skill. Hosted Skill. Donc c'est Alexa Hosted Skill. En gros, c'est quoi ? C'est de se dire, la logique de programmation ne change pas. Ce qui va changer, c'est la target de déploiement. La target de déploiement reste AWS, sauf que ce n'est pas des ressources AWS que tu as besoin de provisionner sur ton compte. C'est Alexa qui va te provisionner pour toi des ressources AWS. Et quand on dit des ressources AWS, c'est quoi ? C'est une fonction lambda, c'est un bucket S3 et c'est accès à CloudWatch Logs. Sans avoir de compte AWS. Sans avoir de compte AWS. Depuis la console. Développeur Alexa, qui n'est pas le compte AWS. Oui. Et de là, je tape mon petit code de ma fonction, j'allais dire lambda, mais on n'est pas censé savoir que c'est lambda à ce moment-là, finalement. Et Alexa va le déployer pour moi sur un compte AWS qui va créer juste pour moi. Exactement. Et je peux faire d'autres choses avec ce compte AWS ? Non. Il sera vraiment lié à cette fonction, à cette skill en particulier. Et par exemple, concrètement, c'est quoi ? C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir créer d'utilisateur IAM pour avoir un accès programmatique sur les ressources qui te sont créées, par exemple. Ou tu ne vas pas pouvoir lancer une VM. De manière très concrète, tu pourras accéder à la console AWS de ce compte-là, mais tu verras que tous les droits sont enlevés, sauf celui d'accéder à ton bucket S3 et à CloudWatch Log. D'accord. Et donc, comment je suis facturé ? Parce que les comptes AWS, on paye les ressources qu'on consomme, même si lambda, ça coûte deux fois rien. Mais, très bonne question, c'est important. Comment est-ce qu'Alexa me facture pour ça ? Alors, je dois donner mon numéro de carte de crédit à Alexa. Alexa Hosted est proposé à l'ensemble des développeurs jusqu'à hauteur du free tier AWS.
D'accord, qui pour lambda de tête, c'est 1 million d'invocations. C'est 1 million, voilà, c'est 1 million d'invocations. Pour mois. S3, c'est 5 par mois. Sur S3, c'est 5 GB de stockage et c'est 10 ou 15 data out. Alors, je ne sais pas, il faudrait qu'on vérifiera, on mettra ça dans les notes du podcast. Mais ça, en fait, cela correspond aux fritières AWS. Donc, le fritière, c'est l'ensemble des services gratuits que vous pouvez utiliser sur AWS quand vous avez un nouveau compte AWS. Alors, certains services sont gratuits pendant 1 an, d'autres gardent une étape gratuite pour la durée de vie de votre compte. Typiquement, ceux que tu mentionnes, 1 million d'invocations lambda par mois, 5 GB de stockage sur S3, et 1 million d'invocations, c'est beaucoup. C'est quoi une invocation dans le concept d'une skill? Donc, si moi, je parle à ma skill, je dis Alexa, demande à mon service de boisson de me commander un café. Ça va invoquer. Oui, très bon point. J'ai très souvent la question pour justement mettre les choses en perspective. C'est un appel, donc une phrase, ça va correspondre à une invocation de ta fonction lambda. Donc dans ma skill, si j'ai un dialogue qui me demande, comme dans l'épisode précédent, on donnait l'exemple de partir en voyage, quelle ville, à partir de quelle date, etc. Chaque question-réponse, c'est une invocation de la fonction. C'est une invocation de ta fonction lambda, exactement. Donc, mais donc typiquement une interaction de skill à quoi 5-6 questions. Moi je suis un utilisateur Alexa, c'est rare qu'on ait vraiment un très long dialogue avec Alexa. Et donc pour des millions, on a 1 million gratuit, ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de clients qui utilisent notre skill exactement. Avant de tomber. Exactement. Si je dépasse le fritière. Si tu dépasses le fritière, tu recevras un mail de la part de Alexa te mentionnant que tu as une période de 30 jours pour pouvoir migrer ton code sur un endpoint HTTPS ou bien une fonction lambda qui est sur ton compte donc AWS. Là, on doit prendre son compte AWS ou un endpoint HTTPS. Et tomber sur la facturation classique d'AWS. Mais c'est probablement réservé aux utilisateurs, aux développeurs plus avancés, ceux qui ont des skills qui ont vraiment beaucoup de succès, parce qu'arriver à 1 million d'invocations lambda par mois... Il y a ça, et puis aussi ce qu'il faut voir, c'est que certains utilisateurs aussi aiment bien utiliser d'autres services au sein d'AWS. Je pense par exemple à la persistance. Si on parle de persistance, voilà, par exemple, prenons le cas de DynamoDB. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on écrit son back-end, effectivement, la logique va être dans Lambda. Bon, Lambda, c'est serverless, mais c'est surtout stateless. Ça veut dire que si on souhaite persister des informations, il faut le persister ailleurs. Par exemple, si la skill veut retenir mes préférences ou veut retenir le fait que je suis un premier utilisateur de cette skill, exactement. Ou je suis un utilisateur qui revient, il faut bien qu'elle le stocke quelque part. Dans Lambda, on peut écrire sur le file system, mais a priori, on ne va pas le retrouver ces jeunes à l'invocation suivante, parce que ce sera une autre VM, un autre container qui va répondre à l'appel, et donc l'utilisation de bases de données relationnelles ou non relationnelles, DynamoDB par exemple. Et pourquoi je mentionnais DynamoDB? Pour la simple et bonne raison que si on remet en perspective le SDK, il y a un adapteur, donc un connecteur, qui permet en 2 lignes de code, donc je mets l'adapteur, ensuite j'utilise l'adapteur, de connecter sa fonction lambda à DynamoDB. Bon, bien sûr, il faut s'assurer que le rôle d'exécution de la fonction lambda puisse accéder à DynamoDB, mais sinon ça marche avec ces 2 lignes de code. C'est très facile d'intégrer DynamoDB avec le SDK. C'est pour ça que je mentionnais DynamoDB. Mais si on veut DynamoDB, on ne peut plus utiliser les hosted skills. Il faut avoir son compte AWS. Exactement. D'accord, bien compris. Alors, on a parlé du modèle d'interaction, on a parlé de la partie code. Quel genre de code, n'importe quel langage de programmation, les SDK, les outils pour l'écrire. Ça a l'air trop beau, ça a l'air trop simple, parce que le modèle d'interaction, ça n'a pas l'air très compliqué, des intentions, des utérances, des slots. Le code, tu as dit, on reçoit du JSON, on prend du JSON. A priori, n'importe qui sait coder peut écrire du code comme ça. C'est quoi le piège? C'est quoi le truc où il faut faire attention? Pourquoi c'est pas aussi simple que ça en a l'air Les points d'attention sont surtout sur la partie vocale. Parce que du code restera du code. On reçoit du JSON, on répond du JSON. Donc les points d'attention, c'est de comprendre ce qu'est le design vocal. Et c'est vraiment très différent de ce à quoi on est habitué si on pense au web ou au mobile. C'est différents points qu'on exprimait précédemment. Tout à chacun, ça faut vraiment le garder en tête, tout à chacun s'exprime différemment. Mais aussi lorsqu'on s'exprime avec une autre personne, lorsqu'on est en train de dialoguer à l'heure actuelle, on s'exprime et on met des notions différentes, mais jamais en utilisant les mêmes mots. Donc il faut toujours penser à rajouter de la variété dans son dialogue. Et pourquoi la variété dans les choses qu'Alexa comprend ou de la variété dans les choses qu'Alexa J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Va répondre. Premier point, c'est de s'assurer qu'un utilisateur peut s'exprimer de manière naturelle. Et donc d'avoir dans son modèle d'interaction le champ lexical le plus large possible pour comprendre les différentes
manière de s'exprimer en français. C'est ce dont nous avions parlé dans l'épisode 1, et je vous invite à aller retourner écouter cet épisode-là. Le nombre de phrases, d'utérances qu'il faut générer peut-être, ou en tout cas écrire, pour qu'Alexa puisse les faire correspondre correctement aux intentions. D'accord. Ensuite, il y a la variété de réponses. Lorsqu'on dialogue, on ne va jamais exprimer la même notion avec les mêmes mots. Si, imagine, en fait, tu utilises une skill, et la skill te dit toujours les mêmes mots au bout de la 10e, 15e, 20e fois d'utilisation, tu ne seras pas content, tu seras fatigué et tu ne trouveras pas ceci engageant et naturel. Du coup, l'idée ici est de se dire, justement en utilisant cette fameuse persistance, je vais pouvoir amener de la variété et avoir des réponses différentes que je vais proposer à mes utilisateurs. Concrètement, pour des gens qui écrivent du code, ça veut dire plutôt que de hard-coder dans son code la réponse qu'on va envoyer à Alexa et qu'Alexa va prononcer, c'est avoir une banque de 5, 10, 15, 20 réponses, des tournures de phrases différentes, des mots différents, et en choisir une ou au random, ou en random. Oui, dans un premier temps, on commence en random, et ensuite après, on peut évoluer. Et aussi ce que font notamment les personnes qui travaillent en équipe, parce lorsqu'on fait un projet, il y a bien sûr des développeurs, mais il y a aussi d'autres profils. Et notamment aussi, il peut y avoir des profils correspondant à des personnes qui font le design et qui écrivent les réponses. Et donc là-dessus, on peut imaginer que toutes ces réponses, donc les prompts, peuvent se trouver dans un CMS, par exemple. Et de cette manière, et accéder exactement, CMS, ou au pire des cas télécharger, mettre un JSON avec le reste. Exactement. Et ça permet aussi de le modifier au runtime sans avoir à redéployer son code. Toujours important de bien séparer les concepts entre le code et le vocal. Aussi des points qui peuvent être aussi simples qu'un message d'aide. Tiens. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est avant tout sur une expérience vocale. Comme on est avant tout sur une expérience vocale, bien sûr, on a dit dans l'épisode précédent qu'il y a des appareils avec écran, mais il y a aussi des appareils sans écran. Donc ça veut dire que les utilisateurs n'ont pas forcément de repères. Et donc l'un des repères qui est utilisé dans une skill, c'est le message d'aide. Et donc dans le message d'aide, déjà sur une skill custom, c'est obligatoire. Et c'est l'opportunité aux développeurs de pouvoir proposer à l'utilisateur ce que fait la skill, ce que ne fait pas la skill, et comment l'utiliser. Comment l'utiliser veut dire lui proposer certaines phrases pour utiliser sa skill. Oui, il n'y a rien de pire que, et là je parle en tant que client d'Alexa, utilisateur quotidien d'Alexa, c'est-à-dire Alexa, démarre-moi tel skill, et elle dit « Bonjour, bienvenue dans ma skill, comment puis-je vous aider ?» Je ne sais pas comment vous pouvez m'aider, moi c'est la première fois que je l'utilise. Oui, tu as raison, c'est très très mauvais, il faut éviter les questions ouvertes. Parce que les questions ouvertes, il n'y a rien de pire, c'est que voulez-vous faire ? Alors là, c'est la fin du monde, que voulez-vous faire ? Tu as envie de faire tout, tu vas à un café, tu vas aller faire du sport, tu vas aller faire la piscine, mais la question est trop ouverte. Guider l'utilisateur, par exemple, dire bonjour, bienvenue dans le skill de ma banque, je peux vous donner le solde du compte ou faire un paiement. Que souhaitez-vous faire ? Et si on présente la question comme ça, on a donné les deux options. Exactement, on propose des options, donc on guide l'utilisateur. Donc c'est du semi-ouvert ou semi-fermé, ça dépend si on prend le verre à moitié plein ou à moitié vide. En fait, si vous développez du code, vous devez bien vous rendre compte que dans une interface vocale, il n'y a pas de support visuel. Ça a l'air bateau ce que je viens de dire là. Dans une interface vocale, il n'y a pas de support visuel. Mais sur une page web ou sur un mobile, quand vous démarrez l'application, vous voyez les menus, vous voyez les icônes, vous voyez les boutons avec un nom, avec une couleur, vous avez envie de cliquer, vous savez que vous pouvez cliquer là. En voix, on ne sait pas qu'on peut cliquer là, on ne sait pas ce qu'on peut dire. Donc il faut vraiment prendre l'utilisateur par la main. Et c'est un point très important ce que tu dis, parce que cette notion de menu au point de vue interface graphique n'est pas présente dans le vocal. Et n'est pas présente sur le vocal, donc ça a un impact très fort. Un impact très fort dans le sens où toute phrase est une phrase disponible à tout moment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on parlait d'un voyage, tiens. Et pour avoir un voyage, on va avoir le départ, l'arrivée et le jour de départ, par exemple. Eh bien, il se peut que dans cette même skill, j'ai d'autres cas d'usage. Et à tout moment, je peux dire, au lieu de faire un voyage, je peux dire tout simplement « j'ai soif ». Et tiens, là, au lieu de faire un voyage, je vais commander une boisson. Donc si j'essaie de traduire ce que tu dis, enfin de traduire non pas, bien sûr, d'illustrer ce que tu dis, dans une interface graphique, il y a une espèce d'arbre de tri hiérarchique où on part d'une fonction qui me repropose 3 sous-fonctions, qui me repropose, etc. Et la navigation se fait toujours dans le tri en fonction de l'écran où je suis. Je peux aller au sous-écran ou remonter d'un niveau, etc. Tandis qu'en voix, c'est plutôt flat. C'est flat. Du départ, et puis j'ai toutes les fonctions qui sont là en fonction de ce que l'utilisateur dit. Donc ça a un impact très fort au point de vue design. Donc c'est vraiment ça la pierre d'achoppement au point de vue design vocal, vraiment se focuser avant même de penser à écrire du code pour s'assurer que justement quand on écrit son code, on va prendre en compte ces différentes variantes au point de vue vocal
et design. Hein. C'est très important. D'accord. Donc, si je résume, ce qui est important, c'est vraiment la conception de l'interface vocale, c'est s'exprimer naturellement, tu as dit, c'est avoir un mode conversationnel avec les utilisateurs, c'est varier aussi bien les entrées, donc ce que l'utilisateur peut dire, que les sorties, les réponses d'Alexa, et fournir de l'aide pour qu'on puisse se retrouver, qu'on sache ce qu'il y a moyen de faire avec la skill. C'est exactement ça. Et je rajouterai aussi un point. Ouais. On parle de vocal, mais aussi on parle de phrase. Comme on parle de phrase, on parle de grammaire et on parle de syntaxe. Donc ça veut dire que pour les phrases que l'on écrit, elles doivent être écrites en bon français. En bon français, cela veut dire quoi? Cela veut dire avec la bonne ponctuation, avec les accents mis au bon endroit et avec les bonnes conjugaisons. C'est important à plusieurs chefs. Déjà, pour passer la certification, les équipes de certification Alexa vérifient que c'est écrit en bon français. En bon français, ça veut dire quoi? Tu as dit les accents, etc. Et ça, évidemment, parce que ça influence la prononciation d'Alexa. Si j'oublie un « et » ou un « elle », elle ne va pas le prononcer correctement. Mais ça veut dire que je ne peux pas choisir des mots d'argot, wesh ta mère, ou c'est plus compliqué. Enfin, on a une certaine liberté à ce niveau-là quand même. Il y a différents aspects là. Il y a l'aspect 1, sur certains mots d'argot, oui, certains mots d'argot vont être autorisés. Après, ce sont des mots qui peuvent être un petit peu limites. Les mots un petit peu limites, ça veut dire des mots qui ne sont pas forcément très sympathiques. Oui, il ne faut pas offenser, effectivement, qui peuvent être considérés comme perturbants pour les utilisateurs. Là, ça ne sera pas forcément utilisé. Voilà, restez poli. Après, les virgules, tu disais, c'est important aussi? Oui. C'est pour le rythme de la phrase ou... pour le rythme aussi, effectivement. Donc elle va poser quand il y aura une virgule, elle va respecter. Ça, donc ça veut dire point d'interrogation, point d'exclamation. Et tout oui, ça me fait penser à un point qui, c'est d'autant plus vrai en sortie. Quand je dis en sortie, donc lorsque la skill répond, c'est ce qu'on appelle SSML, Speech Synthesis Markup Language. En gros, c'est quoi? C'est, vous voyez ça comme du XML. C'est un système de tags qui va permettre de changer la prosodie d'Alexa. Prosodie, c'est la manière de parler. La prosodie, c'est la manière de parler, pour changer l'intonation, pour changer la rapidité, pour aussi, changer la voix. Donc, par défaut, c'est la voix d'Alexa. Mais il se trouve que Polly, Amazon Polly, ce service AWS, propose des voix, et ces voix-là peuvent être utilisées de manière très simple en utilisant ce système de tag SSML, en utilisant le tag voice, name, et le nom d'une voix. Et concrètement, en français, il y a aussi la voix, en plus de celle d'Alexa, de Céline, Léa et Mathieu. Donc ça peut être bien pour des jeux. Je suppose qu'il ne faut pas abuser de ce genre de choses. Ça peut devenir assez énervant très rapidement, mais pour des jeux ou pour faire sourire l'utilisateur. Exactement. Mais donc du coup, comme tu disais, les virgules, les points d'exclamation, les 3 petits points ont une influence sur la manière dont Alexa va s'exprimer. Et donc là, ça nous permet aussi de mentionner que justement, lorsque tu mentionnes un texte en JSON, que tu renvoies au service Alexa, c'est là où Alexa va utiliser son TTS, son text-to-speech, pour prendre ce texte-là et le transformer en audio pour qu'il puisse être streamé sur la device. Et après, en entrée, ce qui est important, c'est dans ton modèle d'interaction d'écrire correctement. Correctement, donc en bon français. Bernard Pivot, c'est ton meilleur pote dans ces cas-là. Donc je vais m'acheter un Grévis et un Becherel. Exactement. Pour apprendre tout cela. Ça va me rappeler des bons souvenirs d'école. Bons et moins bons d'ailleurs. On va terminer avec le dernier volet de ce deuxième épisode. C'est, ok, j'ai ma skill, je l'ai testée, je l'ai bêta-testée, elle est rock solide, j'en suis fier. Comment est-ce que je la distribue au reste du monde? Une skill, une fois que tu considères qu'elle est prête à être distribuée, tu vas passer l'étape de certification. Dans cette étape de certification, il y a 2 parties. Première partie, celle-là, c'est plus toi qui va agir, c'est la partie des tests automatisés. Donc il y a des tests de validation, des tests fonctionnels que tu dois absolument valider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est binaire, c'est rouge ou c'est vert. Tant que l'ensemble des tests fonctionnels et de validation ne passent pas, tu ne peux pas le soumettre à l'équipe de certification Alexa. Et concrètement, ces tests-là font quoi? On parle d'une skill. Une skill va être disponible sur ce qu'on appelle le Skill Store, le magasin des applications Alexa. Et comme c'est une application a un nom, une description, a des icônes. Bon, ça, on va appeler ça des métadatas. Et donc, sur les tests automatisés de validation, ça va permettre, par exemple, que les métadatas enregistrés existent. Alors, ça ne va pas forcément vérifier que le texte écrit est écrit en bon français, mais cela va vérifier que c'est présent. On va aussi, par exemple, vérifier que tu n'utilises pas d'anglicisme.
Ou que tu, par exemple, lorsque tu fais une skill dans plusieurs langues, par exemple, tu peux faire une skill custom en français, en anglais, en italien, et ainsi de suite. Et il y a une fonctionnalité qui te permet de copier les métadatas d'une langue à l'autre. Alors bon, voilà, tu copies-colles, mais tu oublies de traduire. Donc c'est là où il faut bien faire attention de bien respecter la langue. Donc une fois que toi, en tant que développeur, tu as tourné ces tests-là et que tu t'assures qu'ils sont corrects. Ces tests, ils sont disponibles dans la console? C'est un bouton à cliquer? Voilà, ils sont disponibles soit dans la console développeur Alexa, et si tu préfères travailler de manière programmatique, tu as accès aux mêmes tests via la CLI Alexa. Et une fois que tu es green, une fois que les tests sont passés avec succès, tu peux envoyer ta skill en certification. Et donc là, ça va être reçu par une équipe au sein d'Amazon de personnes qui parlent la ou les langues dans lesquelles ta skill sera certifiée. Donc c'est des personnes humaines, c'est des êtres humains qui vont tester. Exactement. Test fonctionnel, ils vont aussi revoir les métadatas, donc les descriptions. Ils vont aussi s'assurer que, au point de vue conformité, tout est correct, qu'il n'y a pas de sujets qui sont tabous ou interdits par Amazon. Ou interdits, exactement. Et ces règles, elles sont opaques et obscures ou elles sont très très claires? Pas du tout. Elles sont disponibles, elles sont très claires. Elles sont disponibles dans la documentation des skills Alexa, où il y a différents sujets dans la certification. Donc il y a la conformité, il y a la sécurité, il y a les tests fonctionnels. Et donc tout ça, c'est disponible dans la documentation Alexa. Et ce qui est plutôt pas mal, même d'ailleurs, et je pense que lorsque tu commences à développer une skill, c'est toujours bon aussi de commencer par lire ces différentes prérequis de certification. De la même manière que lorsque tu commences avec un service AWS, l'une des très bonnes pratiques à faire, c'est de lire la FAQ. Tu commences par ça et tu as déjà un peu compris la manière dont pourrait fonctionner ce service. Et donc comme il y a cette étape de certification manuelle, je suppose qu'il y a toute une série de cas d'usage illégaux qui vont être interdits et rejetés. Enfin, il faut rester dans les clous. Oui, et ça c'est mentionné explicitement. Et tout ça c'est bien expliqué. Oui. D'accord. Donc avant de commencer à développer une skill, regardez toujours si votre cas d'utilisation est autorisé ou pas autorisé. Tout à fait. Okay. Et après, au point de vue feedback, tu vas recevoir un feedback par mail. C'est de cette manière-là que se fait la communication avec les équipes de certification. Et ce mail-là te mentionnera bravo, votre skill a passé la certification et est disponible sur le Skill Store. Ou voici les points à améliorer pour pouvoir resoumettre la skill en certification. Et par la suite la rendre disponible sur le Skill Store. Et ça et ce qui est bien dans ce mail-là, si jamais il faut améliorer certaines choses, pour chacun des points à améliorer, il te les mentionne explicitement, que ce soit tant bien sur modèle interaction ou sur ton back-end. Et ils te font justement un pointeur vers cette fameuse documentation de certification pour dire ça correspond à ce test case-là, A3.2 par exemple, comme tu dis. Voilà le test que l'on a fait, voilà le résultat attendu, voilà ce que l'on observe. Et voilà ce que normalement on devrait voir. Donc c'est assez clair là-dessus. Et donc comme ça te permet d'iterer. Et d'autant plus que, au point de vue temps de certification, tu vas avoir une estimation dès que tu soumets ta skill en certification sur le portail développeur. Tu verras, si tu l'as déjà soumis, un historique, mais aussi un temps estimatif correspondant au moment où les équipes de certification reviendront vers toi. Ils donneront un feedback dans 2 jours, dans 3 jours, en fonction du nombre de skills qu'ils ont en file d'attente, je suppose. Bien, c'était une conversation super intéressante qu'on a fait en 2 épisodes pour la première fois dans l'histoire du podcast AWS. Merci Benoît. La première partie sur la création des modèles d'interaction vocaux avec les intentions, les utérances, les slots. La deuxième partie sur le code, où écrire votre code, où héberger votre code avec un endpoint HTTPS ou AWS Lambda. Benoît, grand merci d'avoir passé merci à toi, Seb, et de nous avoir expliquer comment développer des skills Alexa. Et puis j'espère que vous qui nous écoutez, on vous a donné envie également de prendre Visual Studio Code et de vous connecter sur la console de développeur Alexa, de developer.amazon.com. Évidemment, on va vous mettre des tas de liens en note de ce podcast, donc vous aurez tous les bons conseils de Benoît avec des liens vers toutes les choses et les outils dont on a parlé, de manière à ce que vous puissiez démarrer rapidement le développement de vos skills AWS. Oui. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.